régional concernant la rénovation des bâtiments dans les collectivités territoriales. Attends. Ça passe pas au suivant. Tu peux me passer? D'accord. Premier web. Voilà. Alors les enjeux, les objectifs, hein, de façon très succincte. Pourquoi un webinaire sur la rénovation des bâtiments? D'abord, l'idée c'est de contribuer à mobiliser, aider les acteurs territoriaux hein, avec ce centre de ressources. Il y a un ensemble de structures et de missions qui accompagnent les collectivités dans la rénovation de leurs bâtiments, comme par exemple les syndicats, les ALEC ou des EPCI, et nous souhaitons leur apporter des informations du Conseil sur la rénovation. Le deuxième, c'est de participer à côté des services de l'État à la mise en œuvre du PREM. Hein. Je vous rappelle, le PREM, c'est le plan de rénovation énergétique des bâtiments, donc pas uniquement des bâtiments publics, mais de façon générale des bâtiments. Et après, il y a un enjeu qui est vraiment très très fort, c'est il y a tout un tas de choses très intéressantes qui se fait en région Aura, et parfois on n'est pas au courant, et donc il y a vraiment un enjeu très très fort de partage des ressources disponibles entre l'ensemble des structures qui travaillent sur ces sujets-là, de façon à pouvoir tous bénéficier de leur expertise. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous proposons ce premier webinaire qui va aborder principalement deux sujets qui sont le contexte législatif. Laurent. Tu vas reprendre le diaporama. Excusez-nous, un petit problème de technique. Vas-y, tu peux, t'as la main. Bon. Donc la première intervention sera une intervention de la DREAL qui présentera le contexte législatif et réglementaire et évoquera le sujet de l'arrêté tertiaire, hein, même si c'est pas l'objet exclusif d'aujourd'hui, mais on évoquera le sujet. Ensuite, j'interviendrai sur les moyens que l'ADEME souhaite consacrer dans le cadre du centre de ressources à travers les CPE. Ensuite, il y aura la Banque des territoires qui présentera également ses offres de services, et également le Conseil régional. Donc ça sera tout en ce qui concerne cette introduction, et je propose donc à Christine Bertituas de prendre la main sur le contexte législatif. On va essayer de voir pour voir si ça marche. Mais si ça n'a pas fonctionné, on va faire autrement. Voilà. Je ferai, tu me diras quand changer, je change. Okay. Alors bonjour à tous, je suis Christine Bertituas, je suis chargée de mission rénovation énergétique à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis basée sur le site de Lyon. Alors, je vais vous parler de tout le contexte législatif, réglementaire, mais aussi du plan de rénovation énergétique des bâtiments qui permettent de balayer le sujet de la rénovation énergétique. Je peux y aller, Grégoire? Oui. Voilà. Alors, il n'échappera à personne que la plupart des images que vous avez à l'écran sont des images de cette année ou juste l'année dernière, qui nous rappellent cruellement toutes les causes et les conséquences du dérèglement climatique, qui sont absolument plus acceptables par la plupart des populations, et pour lesquelles nous devons réagir. On continue, Grégoire. Donc, pour cela, ça fait déjà un certain temps que les politiques se penchent sur diverses dispositions
et notamment essayent de s'entendre pour remédier à tous ces problèmes. Ça a commencé déjà à Kyoto en 2012, mais aussi l'Union européenne qui s'est fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Et plus récemment, les accords de Paris avec la COP21 qui a été adopté en 2015 et qui est entré en vigueur en novembre 2016, pour lequel il est prévu de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré, ce qui risque d'être un peu compliqué selon le dernier rapport du GIEC qui a été publié le mois dernier. En ce qui concerne l'état des lieux en Auvergne-Rhône-Alpes, si tu peux passer. Voilà. Alors, la consommation d'énergie au niveau des bâtiments de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes est à peu près de 42,3%. Et ce qui fait du secteur du bâtiment le plus consommateur d'énergie de tous les secteurs économiques. Cela est à peu près équivalent au niveau de la France entière. La France entière, pardon. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, on est à peu près à 25% entre le résidentiel et le tertiaire. Et là, on est le deuxième producteur de gaz à effet de serre derrière les transports. Et là aussi, on est à peu près équivalent au niveau national. Sur les consommations d'énergie, l'évolution des consommations d'énergie depuis les années 90, on s'aperçoit que sur la consommation d'énergie, globalement, il y a une hausse un peu régulière. Donc en rouge, c'est la partie tertiaire, en bleu, c'est la partie résidentielle, et la courbe jaune, c'est la somme du tertiaire et du résidentiel. On s'est arrêté à 2016, pardon, et les pointillés, c'est les tendances où nous devons aller pour respecter toutes les dispositions sur lesquelles nous nous sommes engagés jusqu'en 2050. Donc vous voyez que la courbe est très pentue et qu'il va falloir faire des efforts importants pour arriver à respecter ces ambitieux engagements, aussi bien sur la consommation énergie sur la partie gauche de l'écran que sur la partie émissions de gaz à effet de serre, puisque normalement nous nous sommes engagés à avoir une neutralité carbone d'ici 2050. On parlait du facteur 4, aujourd'hui on ne parle plus de facteur 4 puisque ça sera très difficile à atteindre, on est plutôt à un facteur qui sera compris entre 6 et 8. En ce qui concerne les usages de l'énergie et des gaz à effet de serre, je vous ai fait une compilation de ce qui représente le tertiaire et le résidentiel, même si c'est globalement équivalent si on sépare les deux activités. On s'aperçoit que le poste du chauffage est le poste le plus consommateur d'énergie, sur près de 60% de la consommation d'énergie. Et c'est aussi le poste chauffage qui génère le plus de gaz à effet de serre sur l'ensemble de notre région. On s'aperçoit après que les réseaux de chaleur et d'eau chaude sanitaire sont aussi très consommateurs et on a aussi tout ce qui est climatisation, mais là c'est renforcé essentiellement sur le secteur tertiaire. Au niveau de la réglementation, le panorama de ce qui existe et des exigences, tout a, on va dire, presque commencé, mais même s'il y avait déjà des choses avant, avec les lois Grenelle de l'environnement, donc la loi de la Grenelle 1 puis la Grenelle 2. Ensuite, nous avons eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a fixé comme objectif d'une réduction de la consommation d'énergie de 50% en 2050 par rapport à celle de 2012 et en visant un objectif intermédiaire de réduction de 20% en 2030 sur l'ensemble du secteur du bâtiment. Pour le moment, on n'est pas tout à fait sur la bonne tendance. Au niveau du parc immobilier, l'ensemble des bâtiments devront être rénovés avec des normes bâtiments basse consommation ou assimilés à l'horizon 2050. On devra aussi utiliser des matériaux biosourcés pour le stockage du carbone et la prévention des ressources naturelles et encourager les pouvoirs publics devront encourager la construction et la rénovation de bâtiments.
À citer aussi, qui vous concerne plus directement, le décret de décembre 2016 qui prévoit une exemplarité énergétique des bâtiments publics et bâtiments qui devraient être à énergie positive et haute performance environnementale, mais aussi le décret du 5 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique qui a été annulé, et on y vient juste après, qui a été remplacé par le nouveau décret du 23 juillet dernier. Ce décret, il est issu de la loi Elan du mois de novembre 2018 qui reprend un certain nombre de choses, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, parle essentiellement des économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires. Et puis, il y a le projet de loi relatif à l'énergie et au climat qui est en cours d'approbation et qui devrait être sorti d'ici la fin de l'année. Pour revenir à la loi Elan et le décret du 23 juillet dernier, donc la loi Elan, son article 75 introduit une obligation de réduction des consommations d'énergie dans tout le parc de bâtiments à usage tertiaire afin de parvenir à des économies de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Oui. Je peux lever un peu le micro, visiblement. Pardon, excusez-moi. Alors, tout ce qui... Ces niveaux de consommation, ces obligations de réduction il pourra y avoir deux systèmes, soit par rapport à un niveau de consommation d'énergie finale réduit, soit par rapport à un niveau de consommation finale basé en valeur absolue par secteur d'activité, et tout ça sera précisé dans les arrêtés. Bien entendu, il y aura des modulations possibles en cas de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, mais aussi pour tenir compte des conditions climatiques d'une région à l'autre, des changements d'activité qui peuvent intervenir dans les bâtiments ou du volume d'activité, et puis ici, dans certains cas, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie. Ça, c'était la partie de l'article de la loi Elan, l'article 175. Sur la partie du décret qui est sorti en juillet dernier, les choses se précisent un peu plus sur les obligations. Et notamment, on indique que la réduction de la consommation d'énergie se fera toute approche énergétique confondue. Donc, ce n'est pas que le bâti, mais c'est aussi la qualité et l'exploitation des équipements, le comportement des usagers, etc., etc. Pour appliquer ce décret, ils seront concernés les bâtiments qui étaient existants au 24 novembre dernier, donc le lendemain de la promulgation de la loi Elan. Il y a un seuil de 1000 m² qui a été défini, qui est applicable au local ou au cumulé sur un ensemble de bâtiments. Tout ça sera précisé aussi dans l'arrêté. Et il est bien rappelé que toutes les activités tertiaires sont concernées, publiques comme privées, et que les exceptions sont assez rares. On vérifiera tout ça par le biais de la saisie de vos informations, de vos consommations énergétiques sur une plateforme Internet qui pourra, et on l'espère assez rapidement, être alimentée automatiquement avec vos fournisseurs d'énergie, avec les données de votre fournisseur d'énergie. Et on vérifiera chaque année que les objectifs ont été atteints, donc déjà que vous ayez saisi vos informations, et puis aux échéances 2030, 2040, 2050, que vous avez bien respecté vos réductions de consommation d'énergie. Vous nous parlez de la date de parution de l'arrêté? Ah, pardon. Alors, voilà, sur l'arrêté. La concertation est en train de se mettre en place, puisque comme pour le décret, il est prévu une concertation sur cet arrêté, et normalement, l'arrêté nous est promis avant la fin de l'année. Donc, on devrait avoir un ou plusieurs arrêtés. Alors déjà, au moins deux, un pour la France métropolitaine et un pour les DOM-TOM, mais aussi, si jamais il y avait des problèmes pour faire appliquer certaines dispositions dans certains secteurs d'activité, probablement qu'il y aura un autre arrêté qui sortira derrière, mais pour le moment, rien n'est calé. En ce qui concerne le plan de rénovation énergétique des bâtiments,
Alors, le PREB, en fait, c'est le successeur du plan de rénovation énergétique de l'habitat de 2013, mais qui a été étendu à l'ensemble du parc des bâtiments, puisque vous avez vu que sur les consommations énergétiques, la part du tertiaire était quand même significative et qu'il convenait aussi de faire de prendre des dispositions pour réduire les consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ce PREB, qui a fait l'objet d'une large concertation entre l'hiver 2017 et 2018, a été approuvé en avril 2018 et est composé de 12 actions regroupées en 4 axes. L'axe qui nous concerne plus particulièrement pour les bâtiments tertiaires, c'est l'axe numéro 3, qui est composé, lui, de 3 actions, donc les actions 8, 9, 10. Donc, maintenir une exigence ambitieuse de rénovation du parc tertiaire public et privé, favoriser la rénovation du parc tertiaire public en mobilisant des financements et des stratégies innovantes, et favoriser la sobriété énergétique par l'évolution des usages et de l'éducation de tous les usagers, les consommateurs, les ménages, etc. De quoi on parle quand on parle du parc on va plutôt s'axer aujourd'hui sur le parc de bâtiments publics. Donc aujourd'hui, c'est 380 millions de mètres carrés environ, hein. C'est à peu près 37% du parc national. Et il y a 100 millions de mètres carrés pour l'État et 280 millions de mètres carrés pour les collectivités territoriales. La répartition du parc de bâtiments se fait globalement 50% pour les bâtiments d'enseignement, écoles, collèges et lycées, 16% sport, culture et loisirs. Après, on a de l'action sociale, des bureaux et enfin des maisons de retraite, établissements pour personnes âgées. Il faut savoir que la consommation d'énergie des bâtiments dans les communes, c'est à peu près 78% de la consommation totale et c'est 30% environ pour les écoles. Donc on voit toute l'importance de faire des efforts sur la rénovation de ces bâtiments et qui doivent être un secteur particulièrement privilégié pour pouvoir faire des économies le plus importantes possible et le plus rapidement possible. Dans le cadre du grand plan d'investissement, le gouvernement va intensifier l'effort de rénovation de ce parc et il va y consacrer 4,8 milliards environ. Et on verra qu'il y a même 1 milliard supplémentaire qui devrait arriver. Donc, au niveau du financement, je vous reprenais les grands chiffres du plan d'investissement. Donc, mais ça, c'est plutôt mes collègues de la Banque des Territoires qui vous parleront de tous ces montants. Je vous ai rajouté le dernier petit milliard, si on peut dire, pour les bâtiments d'enseignement de l'action Cœur de Ville. Donc toutes les collectivités les communes qui sont dans l'opération Cœur de Ville pourront bénéficier de dotations supplémentaires pour rénover leurs bâtiments d'enseignement. Il y a aussi 0,5 milliard d'euros qui est issu de la dotation de soutien à l'investissement local, la DESIL. Il y a aussi la dotation pour d'équipement des territoires ruraux, donc essentiellement pour les petites collectivités, mais aussi des certificats d'économie d'énergie, des aides financières de l'ADEME, notamment sur l'ingénierie pour les CPE et le commissionnement, et encore des aides européennes et vraisemblablement d'autres que nous n'avons pas encore pu toutes identifier. Au niveau technique, les outils qui sont à votre disposition, donc en premier lieu pour toutes les collectivités qui en bénéficient, ce sont les conseillers en énergie partagée qui sont vraiment là pour vous conseiller sur les procédures et le déroulement des choses à mettre en place pour pouvoir faire toutes ces économies d'énergie. Les contrats de performance énergétique, l'Intracting, donc ça aussi ce sont mes collègues de la Banque des Territoires qui vous présenteront ces choses-là. Les sociétés publiques locales, comme la SPA-LOSE, qui travaillent sur un certain nombre de bâtiments sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il peut aussi y avoir des opportunités qui vous permettraient de rénover énergétiquement les bâtiments et qui sont à saisir pour éviter d'enchaîner les travaux. Et au moins, quand on mutualise ou qu'on s'organise, ça permet forcément de réduire un certain nombre de factures.
à l'occasion de la restructuration ou de l'agrandissement de locaux, mais aussi quand vous améliorez la qualité d'usage de vos bâtiments. Et puis pour les collectivités, vous êtes soumis depuis quelque temps à un certain nombre de normes sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des bâtiments d'enseignement. Eh ben, ça peut être aussi une bonne solution pour en profiter pour faire la rénovation énergétique de vos bâtiments. Il y a d'autres dispositions aussi qu'il ne faut pas négliger pour réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'évolution des usages et l'éducation des publics, des utilisateurs, des usagers, enfin tous ceux qui peuvent être amenés à utiliser ces bâtiments. Et il a été prouvé et démontré que 10 à 15% d'économies d'énergie peuvent provenir des comportements des usagers et des citoyens. Donc il y a tout un travail d'éducation et de sensibilisation à poursuivre pour faire adopter des comportements vertueux et faire évoluer les comportements. Je vous citerai par exemple le concours CUBES qui est destiné aux établissements d'enseignement, qui est pour lequel le CEREMA s'investit fortement et pour lequel on vous encourage à inscrire vos établissements d'enseignement. Il est aussi important d'élever le niveau d'ambition de la qualité environnementale de nos bâtiments, notamment à l'amélioration de la qualité de l'air, la ventilation, l'émission de polluants, le traitement passif du confort d'été, et on l'a vu cette année que ça va devenir une vraie problématique, puisqu'il n'est pas envisageable de baisser nos émissions et de gaz à effet de serre et nos consommations électriques pour isoler nos bâtiments et puis de rajouter des climatisations derrière. Donc il faut aussi traiter le confort d'été quand on fait une rénovation énergétique, mais aussi la végétalisation, l'utilisation et la mise en place de protection solaire, travailler aussi sur l'inertie des bâtiments, utiliser des produits plus performants, donc les écomatériaux, matériaux biosourcés ou recyclés, construction bois, et soutenir les filières de production locale. Ces matériaux seront d'autant plus importants qu'ils vont avoir une large part dans la future réglementation environnementale qui devrait sortir l'année prochaine. Donc et qui sont des vrais pièges à carbone, donc autant commencer à les utiliser dès aujourd'hui pour ceux qui n'y avaient pas encore pensé. Et puis ne pas oublier de limiter la production de nos déchets de chantier et la valorisation de ces derniers. J'espère ne pas avoir été trop longue. Pour tout renseignement complémentaire, je vous encourage à consulter vos directions départementales des territoires. Donc, je vous ai mis les adresses de leur site internet. Je n'ai pas mis les téléphones parce que c'est variable. Les services qui s'occupent du conseil aux collectivités sont très variables d'une DDT à l'autre. Donc, sur le site, vous trouverez les informations. Et puis, si jamais, vous pouvez contacter l'Adréal et je vous ai mis aussi les coordonnées de l'Adréal en fin de support. Je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, voilà. Juste une question qui a été posée sur les statistiques régionales, enfin les données régionales. Oui. La question était, peut-on séparer le tertiaire public du tertiaire privé dans les émissions et dans les consommations? Alors, faut qu'on demande à l'ORCAE si on peut séparer, parce que les données viennent de l'ORCAE, donc je suis pas certaine qu'on ait la différenciation entre les deux. On va essayer de regarder. On peut? Ok. Donc, si on peut, on essaiera de le faire. C'est tout? Bon, eh ben, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à la Banque des Territoires qui va nous présenter ses offres de services. Essayez d'utiliser la zapette pour voir si ça fonctionne. Ces flèches-là? Oui. Eh bien, toujours pas. C'est pas grave, on fera la main. Ou alors, Ah, si. ça y est. Mais je pense qu'il faut viser au bon endroit. Par contre, j'y suis allé un peu. Oui.
Oui, bonjour, c'est Jean-Louis Boulu, donc je suis le responsable de l'appui au développement de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des Territoires qui porte l'offre de la Caisse des dépôts en direction justement de ces territoires. Je vais donc vous présenter les éléments d'intervention de la banque dans le cadre du grand plan d'investissement de l'État sur l'axe rénovation énergétique du patrimoine public tertiaire. Quelques éléments qui ont été déjà dévoilés, donc je vais aller vite sur effectivement les enjeux de ce programme avec 350 millions ou 380 millions, je crois, de mètres carrés en patrimoine tertiaire public, dont 280 millions pour les collectivités territoriales. Avec effectivement un secteur de l'enseignement qui est très présent, puisqu'il représente effectivement 50% des surfaces, et sur le bloc communal, le tiers, puis constitué essentiellement effectivement des écoles primaires. Non, je suis parti dans l'autre sens. Quelques chiffres clés aussi sur les enjeux, donc comment on l'a dit, donc 280 millions de mètres carrés, dont 150 millions sur le bloc local. Un parc public, c'est une consommation moyenne de 250 kWh au mètre carré par an. C'est des bâtiments l'ensemble des bâtiments représente 76% de la facture énergétique des collectivités. 50 € par an, par habitant, c'est des chiffres extrêmement importants et avec une orientation qui pourrait largement s'aggraver puisqu'aujourd'hui la facture énergétique c'est 4% du budget de fonctionnement, mais ça pourrait très rapidement dépasser les 10. Avec un graphique tout à fait intéressant venant de l'ADEME sur effectivement l'impact des réhabilitations en fonction de la qualité de ces rénovations et l'évidence que le coût de l'inaction va aller croissant au fur et à mesure du temps. L'action de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, donc, s'inscrit comme toujours dans une action globale des pouvoirs publics. Comme vous le savez, la France s'est engagée dans la mise en place d'un grand plan d'investissement de 57 milliards pour la période 2018-2022 pour accompagner des réformes structurelles et répondre à 4 défis majeurs, dont la neutralité carbone qui a été évoquée tout à l'heure. Ainsi, au sein de l'enveloppe de 20 milliards d'euros prévue pour accélérer la transition écologique, une enveloppe de 3 milliards est prévue pour financer plus un en y ajoutant l'enveloppe action au cœur de ville. 3 milliards est prévu pour financer la rénovation thermique des bâtiments publics. En détail, c'est 500 millions de subventions d'État, donc dans le cadre de ce qu'on appelle les déciles, 500 millions de fonds propres de la Caisse des dépôts en investissement et 2 milliards de prêts sur fonds d'épargne avec la mise en place du prêt dit Ambre. Oui. Dans ce cadre, la Banque des territoires a choisi de présenter une offre certes globale, puisque s'adressant à l'ensemble des collectivités territoriales, mais voulue en approche différenciée pour répondre justement le mieux possible aux différentes situations, en prenant en compte la volonté politique sur les communes et sur l'ensemble des collectivités et le besoin plus ou moins grand d'accompagnement des différentes collectivités, en prenant aussi en compte bien sûr le patrimoine concerné et le niveau de connaissance des besoins. L'idée maîtresse, comme indiqué, c'est bien sûr investir pour économiser. Dans le cheminement de la prise en compte par les collectivités territoriales de leurs besoins de rénovation et des besoins à opérer, un certain nombre d'études préalables sont nécessaires en fonction de la taille des projets, ce qui peut être mis en place dans le cadre de schémas immobiliers ou d'audit énergétique. La Banque des territoires est prête, en fonction de la mobilisation des acteurs, des enjeux et des besoins, à accompagner les collectivités en mobilisant à leur côté une enveloppe de crédit d'ingénierie pour permettre la sortie d'une solution de financement.
Dans le cadre donc du grand plan d'investissement, nous avons déjà vu deux solutions de deux ordres, le financement sur fonds d'épargne avec une enveloppe de 2 milliards et le financement sur fonds propres avec 500 millions apportés par la Banque des Territoires. Les enjeux de la mise en place du prêt Ambre, c'est bien sûr un objectif d'accélérer la réalisation par les collectivités des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments, avec 3 éléments nécessaires à prendre en compte. C'est bien sûr une ambition de gain énergétique qu'on a située, enfin que avec l'État nous avons situé à plus de 30%. L'étude de performance, l'obligation d'une étude de performance énergétique préalable et la mise en place d'éléments de comptage ou de suivi des dépenses énergétiques après travaux. Bon, les atouts du prêt, vous les voyez vous-même à l'écran, hein, c'est un taux basé sur le livret A avec une marge de 0,75, des durées extrêmement longues par rapport à ce qui est rencontré habituellement, 20 à 40 ans, et puis surtout, on a pris l'habitude de sculpter quelque part les prêts que nous mettons en place en fonction effectivement des contraintes des collectivités locales, avec la possibilité, par exemple, d'amodier le rythme d'amortissement et en fonction, par exemple, des chutes d'emprunt en cours actuellement. Les besoins d'emprunt, donc, on peut financer 100% du besoin de financement jusqu'à 5 millions et 50% après. On va poser les questions. On a une question directe sur cette diapo, c'était sur le suivi. Est-ce que donc vous avez demandé dans la diapo précédente qu'il y ait des moyens de suivi de comptage. Est-ce que le fait d'avoir un conseiller en énergie partagée qui fait des suivis de consommation pour le compte de la commune est suffisant pour vous dans cette obligation de suivi? Non, parce que l'idée c'est effectivement l'idée est de pouvoir effectivement avoir des relevés de consommation qui permettent effectivement de voir les économies réellement réalisées au fur et à mesure du temps. La présence au moment des travaux d'un conseiller est a priori pas suffisante. Oui, c'est juste que les conseillers font aussi du suivi énergétique avec les factures et autres. Et l'idée c'est quand même que les unités de comptage permettent le comptage sur la durée. Bon. Très clairement, je l'ai pas dit en exergue, mais c'est quand même vraiment le sens de la politique de la Banque des Territoires, c'est qu'à chaque cas, on entre en contact avec les collectivités, on prend en compte leurs contraintes et leurs besoins. Mon nom catégorique pourra être éventuellement amodié s'il y a effectivement des engagements, par exemple, sur des éléments ultérieurs. Les atouts, on les a vus. Les montages éligibles, bien évidemment, c'est tous les montages en maîtrise d'ouvrage directe des collectivités. Ça peut être aussi le financement des subventions apportées par des collectivités sur d'autres projets. Par exemple, je sais pas, un EPCI qui intervient en soutien d'une commune ou un département qui soutient d'autres collectivités territoriales. Et on va le voir à la fin, bien sûr, le financement d'un partenariat public-privé de type SPL, ça a été évoqué sur Osée, qui est une réussite régionale, mais aussi dans le cadre de contrats de partenariat. Deuxième type d'offre, donc c'est l'intervention de la Caisse en fonds propres, donc sur une enveloppe de 500 millions. L'idée de l'e-printing, c'est d'établir un cercle vertueux, à savoir faire des travaux calibrés dans le cadre d'un plan de performance énergétique et avec les économies générées, rembourser le financement mis en place. L'idée de la Caisse et de la Banque des Territoires, c'est de mettre en place un amendement
sur fonds propres de la Caisse des dépôts à hauteur de 50% des besoins de financement qui seront remboursés dans le cadre du contrat d'une durée a priori de 10 ans, comme on va le voir sur la diapositive suivante. Voilà. Là, c'est la description des étapes des projets. Donc, la phase amont qui peuvent être effectivement cofinancées au niveau des études par la Banque des Territoires, une période probatoire pour caler le dispositif, et puis une dernière période pour aller à la fin de ce dispositif. Là, il est indiqué 10 ans sur un des derniers projets Impacting qu'on a mis en place. Je crois que c'est, je suis même sûr, c'est Saint-Louis dans le Haut-Rhin. La durée était de 12 ans du contrat. Donc là aussi, je vous indique, il y a des éléments indiqués, mais ça peut enfin, en fonction des projets, ça peut varier sur les bordures, si vous me permettez l'expression. Donc les conditions de participation de la Banque des Territoires, c'est éventuellement une possibilité d'intervention à hauteur de 50% des études préalables, plafonnées à 50 000 euros. On vise, là aussi c'est pas intangible, des budgets de travaux entre 500 000 et 5 millions. On est en discussion sur Auvergne-Rhône-Alpes avec une collectivité sur beaucoup plus que 5 millions. Un financement de travaux de 50% maximum en abondement des fonds propres de la Caisse des dépôts, et donc une durée a priori de 10 ans plus ou moins extensive. Voilà, avec un abondement aussi a priori prévu rémunéré de la Caisse des dépôts, de la Banque des Territoires. Excusez-moi, je suis Caisse des dépôts historique, donc j'ai encore un peu de... Bon, une autre façon de voir les choses, c'est voilà un schéma qui rétablit le cercle vertueux que j'évoquais tout à l'heure: économie, des charges de fonctionnement, créent ressources qui financent les actions de performance énergétique. La dernière offre d'intervention de la Banque des Territoires se fait dans le cadre du marché de partenariat de performance énergétique. L'idée là est bien sûr de financer des montants de travaux bien plus importants que l'entraining, qui nécessitent l'externalisation des financements et qui souvent rencontrent la volonté des collectivités territoriales d'avoir une exigence sur la garantie du résultat final. On a aussi, on rencontre dans ce cadre-là la volonté des collectivités de sanctuariser quelque part la partie entretien, maintenance et grosse réparation. La posture donc de la Banque des Territoires dans ce cadre-là est celle d'un investisseur dans le tour de table financier de la société de projet qui porte le marché de partenariat. Pour citer le marché de partenariat avec la région Île-de-France sur la rénovation des lycées. Dans les conditions, donc, bien sûr, je répète, hein, il s'agit d'une procédure sur des lots de travaux importants, tant en montant que dans la durée, souvent. L'idée, c'est d'avoir du coup une garantie tant sur les résultats, le prix et les délais. Je l'ai déjà dit, externalisation des relations contractuelles, transfert de la responsabilité de l'ouvrage aussi, hein, un peu comme dans le cas de la SPL OSE, avec des durées de marché de partenariat, oui, qui peuvent s'étendre entre 15 et 25 ans. L'idée d'avoir effectivement des charges d'investissement étalées dans le temps aussi, et une remise à terme d'un ouvrage conforme, c'est-à-dire à la fin du contrat de partenariat. Deux points quand même à soulever dans ces dispositifs.
Bon, le montant minimum de 2 millions est très aussi sous-estimé. Je pense qu'on est sur des montants bien supérieurs à 2 millions. Mais on peut commencer à y réfléchir à partir de 2. Et surtout, deux avis. Alors, il y a l'idée aussi de pouvoir rentrer dans une procédure de dialogue compétitif pour caler au mieux effectivement le marché de partenariat. Et puis deux obligations qui sont faites dans ce cadre-là. Celui de l'avis de Fininfra sur l'évaluation du mode de réalisation du projet, le MRP comme on dit. Et puis le deuxième avis, celui de la DGFIP sur la soutenabilité budgétaire pour la collectivité territoriale de ce marché de partenariat. Voilà. Pour donner un petit éclairage, j'ai récupéré les données de l'Intracting sur Saint-Louis, donc à côté de Bâle, je ne sais pas si vous connaissez dans le Haut-Rhin. L'action porte sur 15 bâtiments, 17 actions. On est sur des montants de travaux plutôt vu le nombre de bâtiments plutôt faible, puisqu'on est à 738 K euros, avec des travaux à réaliser en 2 ans, 2020-2021. Et donc, nous avons apporté 337 000 euros d'avance remboursable dans le cadre du contrat qui est de 12 ans, comme je le signalais tout à l'heure. Parfait. Alors, du coup, on a quelques questions qui ont été posées sur la discussion. Les deux premières concernent le premier mode d'intervention sur les prêts. Comment la Banque des Territoires accompagne-t-elle les audits? En gros, j'imagine que la question veut dire est-ce qu'il y a des subventions aux audits de la part de la Banque des Territoires? Oui, alors, on n'aime pas trop le mot de subvention, mais comme je l'ai dit, on accompagne effectivement en crédit d'ingénierie les études préalables dans le cadre à la fois des prêts et des possibilités d'intervention sous fonds propres de la caisse, tant sur les tractings que bien évidemment sur ce marché de partenariat, c'est autre chose. Il faut prendre contact avec vous et discuter. Oui. Deuxième question, c'était, on revient sur les questions de comptage de tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de comptage sur la durée? Qu'est-ce que vous entendez exactement par le comptage sur la durée que vous souhaitez? Alors, en fait, on a constaté, mais je pense que c'est une tarte à la crème, que la plupart des bâtiments publics tertiaires n'ont pas de compteur individualisé. Et donc, le simple pose de compteur individualisé par bâtiment suffit à réaliser le suivi. Donc, dans le cadre de travaux classiques, je pense que ça ne pose pas de problème important. Là, ensuite, il y a deux questions sur l'intracting. Est-ce qu'il existe des exemples d'intracting en Auvergne-Rhône-Alpes? Il me semble que l'université de Clermont... Très bien, oui, très juste. Oui, alors par contre, j'avoue que comme à l'époque les régions étaient séparées, je connais peu cet exemple, mais effectivement, on a mis en place un projet d'intracting vis-à-vis de l'université de Clermont-Ferrand, qui a d'ailleurs été couronné de succès puisque l'ensemble des économies réalisées dépassaient largement les possibilités de remboursement, les attentes de remboursement du projet, oui. Mais par contre, j'ai en tête aucun chiffre. En fait, on va retrouver, il y a eu un certain nombre de présentations, notamment dans des conférences nationales sur ce projet-là. On vous les fera passer, on vous les mettra à disposition. Non, je peux le faire, oui. Aussi, regardez, oui. Dernière question. Concernant l'intracting toujours, à quel moment sont libérées les sommes de la Caisse des dépôts? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir dépensé l'argent de la part de la collectivité pour recevoir l'argent de la Banque des Territoires, ou est-ce que, comment exactement ça se passe? Non, alors je vais peut-être aller un peu vite effectivement sur ce slide parce que c'était en lecture quasi directe. C'est sur le numéro 12, la page numéro 12, effectivement. D'ailleurs, j'ai omis de redonner le numéro de page.
En fait, l'abondement est généralement réalisé en 2 étapes. Hein. L'idée, c'est qu'on ne va pas faire du détail et donc généralement on libère en fonction par rapport au planning qui était juste avant, en début de période. Donc lancement des travaux T1 et lancement des travaux T2. Donc l'argent n'a pas forcément besoin d'avoir été dépensé pour être entre guillemets. Non, tout est géré. Ouais, tout est géré dans le cadre du document contractuel qu'on signe juste avant et qui prévoit effectivement à la fois en fonction du projet de travaux tel qu'il a été défini, le dégagement des sommes. Et il est même prévu, comme je disais tout à l'heure, il y a une période probatoire. Si la période probatoire, on s'aperçoit que les travaux peuvent être déclenchés plus tôt, on peut avancer le deuxième versement. Si là, pour une raison ou pour une autre, les travaux sont un peu retardés, on peut sans aucun problème retarder le deuxième versement. Donc Cédric Cantillon a mis en ligne la présentation de l'Intracting de Clermont sur le site de la Cotita, donc c'est déjà en ligne pour tout le monde. Et, deuxièmement, il y a 2 questions supplémentaires sur le dialogue compétitif et le MPPE, mais je vous reporterai, on va organiser le 26 novembre à la préfecture une conférence, notamment l'après-midi, sur les CPE, et on abordera cette question du marché global de performance, et notamment le marché global de performance en neuf, en rénovation. Oui, c'est la question qui est posée. Donc, merci beaucoup, et on passe à la table suivante. Merci. Bonjour à tous. Voilà, dans le cadre de notre présentation, nous souhaitions afficher notre soutien à une démarche qui nous semble très intéressante, qui s'appelle la garantie de performance énergétique, qui est un des outils que peut utiliser une collectivité pour réduire les consommations d'énergie de son patrimoine. Maintenant, diapo numéro 2. Par le passé, nous, ADEME, avons financé beaucoup de diagnostics énergétiques sur du patrimoine. Et après évaluation de ces diagnostics, nous nous sommes rendus compte de 2 choses. La première, c'est que un nombre relativement peu important d'audits débouchaient réellement sur des travaux, ça c'est le premier point. Le deuxième point est que même lorsque ça débouchait sur des travaux, ça débouchait pas forcément sur des travaux d'ampleur. Et enfin, comme il n'y avait pas de garantie, les travaux pouvaient déboucher sur des améliorations, mais qui ne permettaient pas d'atteindre les performances énergétiques initialement envisagées. Donc, face à ce constat, nous avons en région Auvergne-Rhône-Alpes décidé d'accompagner, d'aider les collectivités dans leur démarche de rénovation, dans le sens où on veut les accompagner quand elles font les choses et pas uniquement quand elles les imaginent. Et c'est pour ça que nous nous sommes appuyés sur 2 démarches. Hein. La première qui est le CPE, le contrat de performance énergétique, et le deuxième qui est une démarche plutôt de qualité, dite le commissionnement. Par la suite, vous verrez, j'ai très axé la présentation sur le CPE parce que c'est le sujet sur lequel on a eu jusqu'à maintenant le plus de retours et sur lequel il nous est plus facile de montrer l'intérêt de ce type de prestation. Donc la garantie de résultat, le CPE permet d'aider les collectivités avec un soutien qui est fort de la part du Conseil régional et de RA2E qui va assurer la mise en œuvre ou pas la mise en œuvre, mais qui va aider à capitaliser et à diffuser l'information qui est déjà assez riche en région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le CPE. L'idée est sur cette prestation d'aider la maîtrise d'ouvrage à monter, piloter et suivre les projets de rénovation énergétique intégrant un CPE. Ça nécessite au départ un audit
fin du bâtiment de façon à connaître le niveau de performance que la collectivité souhaite et peut atteindre. Ensuite, il y a une dimension juridique, parce qu'on est sur des sujets qui sont un peu sensibles en termes juridiques, donc il y a un accompagnement juridique, et enfin, il y a le suivi intrinsèque du projet, c'est-à-dire les travaux, et par la suite, le suivi des consommations, comme le demande sur certaines de ces offres la Banque des Territoires. Alors, je vous ai simplement fait un petit schéma pour essayer d'illustrer et d'éclaircir ce qui peut paraître parfois un peu compliqué. Donc, on en est à la diapo 3. On va commencer par le bleu. Le bleu, ça correspond au parcours de rénovation, de la conception à la construction, c'est-à-dire la réalisation des travaux, la réception des travaux après. Après, une fois réceptionné, on a toujours un temps de 1 ou 2 années durant laquelle l'exploitant, que ce soit la collectivité ou un prestataire extérieur, va faire de la mise au point, de l'optimisation. Et enfin, on sera après dans une exploitation et une maintenance stabilisée. Ça, c'est le déroulé d'une opération classique. En dessous, dans la couleur orange, vous avez donc 3 types de performances. Il y a des performances prévisionnelles au niveau de la conception. C'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Après, vous avez une performance intrinsèque. C'est s'assurer que l'ensemble du matériel qui a été installé œuvre bien dans les conditions et avec les performances que l'on avait imaginées lors de la conception. Et enfin, vous avez la performance réelle en exploitation, c'est-à-dire année après année, s'assurer qu'il n'y aura pas de glissement progressif vers une augmentation de la consommation, alors parfois en s'appuyant sur la sensibilisation des usagers. Au niveau des garanties, donc on va en trouver 2 principales, hein, la GPEI, la garantie de performance énergétique intrinsèque, et la GRE, la garantie de résultat énergétique. Alors, j'ai tenté, même si c'est approximatif, de définir en quoi correspondait la démarche de commissionnement et en quoi correspondait la démarche de CPE. On voit que la démarche de CPE est sur une période de suivi d'exploitation qui est plus importante que pour la démarche de commissionnement qui très souvent, mais pas tout le temps, très souvent s'arrête à la mise au point et à l'optimisation des installations. Diapo suivante. Il faut que j'accélère. Bon, alors je vais accélérer. Il y a là, sur ce graphique, 2 façons de faire les choses. La première qui est la classique, où on a un maître d'ouvrage qui a un projet qui va faire appel à un architecte d'un côté, à des entreprises pour les travaux et à des exploitants. Là, vous voyez bien que chaque étape correspond à des responsabilités juridiques et bilan à la fin, on n'a pas de garantie de résultat énergétique parce qu'il n'est pas rare que quand il y a une difficulté, que la maîtrise d'œuvre dise que c'est les entreprises c'est l'exploitant et que ces exploitants trouvent que en définitive c'est les architectes au départ qui ont mal conçu le projet. Donc vous voyez bien qu'avec ce jeu du mistigris, la collectivité est souvent dans une position difficile pour s'assurer que les résultats qu'on lui avait promis sont bien atteints. Le deuxième schéma, celui du bas, c'est un maître d'ouvrage qui fait appel à un prestataire et ce prestataire va assurer l'ensemble des missions, architecte, entreprise, exploitant. Et là, on a un représentant unique et c'est ce représentant unique qui garantit les résultats en s'engageant sur l'ensemble des étapes. Alors, par rapport à ça, il y a des atouts et des inconvénients. Au niveau des avantages du CPE, on va trouver des délais qui sont raccourcis sur la durée du projet, ce qui peut être intéressant pour tout le monde, notamment pour les collectivités. On a aussi, comme je tentais de l'expliquer, moins de difficultés juridiques. On a une entreprise responsable. On a enfin des garanties sur les résultats et les performances du bâtiment et qui va permettre d'avoir des prévisions budgétaires facilitées parce qu'on sait combien vont coûter les travaux et on sait combien année après année les dépenses énergétiques du bâtiment seront, sachant qu'elles sont garanties. Donc même s'il y a des dérives, on n'en sera pas responsable.
Au niveau des inconvénients, il y a deux inconvénients pour l'instant majeurs, je trouve. C'est qu'au démarrage du projet, c'est initialement plus lourd, notamment en raison de la complexité juridique. C'est pour ça que dans le cadre des missions que nous finançons, il y a un accompagnant juridique. Et enfin, il y a un deuxième aspect qui nous a été rapporté par des collectivités qui ont mis en œuvre ces CPE, c'est que ce sont généralement des structures de taille respectable, importantes, qui ont la capacité de répondre à ces demandes de CPE, parce qu'en fait, ce sont des entreprises qui sont intégrées verticalement et donc qui, de la maîtrise d'œuvre jusqu'à l'exploitation, sont capables d'avoir dans la nébuleuse ou dans la holding qui les emploie, avoir des entreprises qui sont capables de satisfaire toutes ces étapes, ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait appel à des petites entreprises ou des entreprises moyennes locales qui ne présentent pas toutes ces activités. Le diapo 5, bon, on va aller très très vite. Comme vous pouvez le voir sur la carte de la France, hein, c'est une démarche qui a commencé depuis déjà plusieurs années en région Auvergne-Rhône-Alpes. On commence à avoir du retour. Cette carte est issue d'une mission qui est confiée au CEREMA, qui est d'être un observatoire national de ces démarches de qualité et de garantie. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que nous représentons une région avec beaucoup d'expérience et c'est pour ça que, au regard des résultats que nous avons pu avoir, on souhaite encore aller beaucoup plus loin dans le nombre de CPE en Auvergne-Rhône-Alpes. Trois types de CPE, un CPE dit service, le plus simple, hein, qui concerne uniquement l'optimisation et l'exploitation des systèmes. Alors très fréquemment, ces investissements se font en chaufferie. On parle de régulation, programmation, on parle de pompe. On est sur des investissements qui sont faibles et avec généralement un très bon ou un bon temps de retour. Après, vous avez des CPE système, hein, c'est la deuxième catégorie, c'est celle qui est je ne retrouve plus les couleurs, en vert, merci. Où là, c'est à peu près la même chose, mais avec des investissements plus conséquents, où on ira peut-être sur un changement de générateur ou des choses comme ça, mais sans aller pour autant sur l'ensemble du bâtiment. Et la dernière catégorie, c'est le CPE global, hein, qui correspond aussi bien au bâti, au renouvellement d'air, aux parois opaques, ainsi qu'au système. Et là, sur ces systèmes de CPE globaux, comme on va le voir, on a globalement des très bons résultats. La diapositive suivante, c'est la 7. Donc là, c'est un graphique qui est fourni par le CEREMA. Attention, les points que vous voyez, c'est l'étude des contrats. Ce n'est pas les résultats des opérations, c'est les contrats qui ont été signés par les collectivités avec leurs prestataires. Donc comme on peut le voir, on a des durées de contractualisation qui sont variables et qui sont d'autant plus faibles que les investissements sont faibles. Donc la durée de contractualisation est de 7 ans, c'est ce qui concerne le bleu pour les CPE services. Avec des économies d'énergie de 15%, mais des investissements qui sont faibles en général. Après, vous avez les CPE services qui sont sur une période plus longue, qui sont entre 9 et 10 ans et pour des économies d'énergie de 21%. On passe le gris, puisque le gris, c'est la moyenne de tous les CPE. Et enfin, les services, c'est les bleus, c'est les premiers, et le deuxième, c'est les systèmes. Oui, je me suis trompé. Excusez-moi, j'ai ma langue est penchée. La troisième patate, c'est la rouge. Hein. Donc là, on est sur du CPE global. On voit qu'on est sur des durées de contractualisation qui sont plus élevées, hein, ce qui est relativement naturel puisque les investissements sont également bien plus élevés. On attaque le bâti. Par contre, là, comme on peut le voir, on est sur des niveaux de performance de réduction, alors contractuelle. On attend d'avoir les chiffres du CEREMA sur le réel, mais on pense qu'ils seront très très proches. Donc on arrive à des niveaux de performance là de 39%, 40%, et on voit bien qu'on est dans le cadre de l'épure de la loi Elan. Hein, que ce n'est pas avec du CPE service ou du CPE système qu'on arrivera
sur l'ensemble du patrimoine à obtenir les niveaux de performance que réclame la loi Elan. Diapositive suivante, les outils qu'on met à votre disposition, donc diapositive numéro 8, il y a un ensemble d'outils qui est hébergé sur un site réalisé par Aura2E, qui concerne aussi bien le CPE et le commissionnement. Il y a aussi, et vous êtes plusieurs, même peut-être nombreux autour de votre écran, à être des conseillers en énergie partagée qui peuvent aider les collectivités à monter leur opération de garantie de résultat. Il y a également des aides à l'ingénierie pour les CPE et le commissionnement, dans la mesure où le niveau d'économie, que ce soit à l'échelle du patrimoine ou à l'échelle individuelle d'un bâtiment, respecte certaines valeurs. Vous trouverez un cahier des charges de l'appel d'offres, de l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé cette année, et vous avez l'adresse qui est en bas. Enfin, pour aller très très vite, une opération qu'on trouve extrêmement démonstrative, vous avez peut-être l'impression qu'on vous en a déjà parlé de nombreuses fois, c'est toujours la commune de Domaine, mais il y a une raison à ça, c'est que c'est une des premières opérations qui a été menée, et nous commençons à avoir un certain nombre d'années de retour concernant les garanties de résultats. Donc la démarche de la commune de Domaine, qui est une commune de 6500 habitants en Isère, concernait 8 bâtiments qui étaient les plus énergivores du patrimoine. Les travaux se sont achevés en 2015 en 4 phases, puisque la collectivité souhaitait investir en tout 1,6 million d'euros à raison de 400 000 euros par an. Donc ils ont lancé un marché global de type crème, conception, réalisation, exploitation, maintenance, sur une période de 8 ans. Le titulaire du contrat, comme vous pouvez le voir, c'est le groupement Schneider Electric et Eolia, avec des objectifs contractuels qui étaient de 29% d'économie d'énergie tout fluide sur les 8 équipements. Et avec une garantie de performance énergique contractuelle qui, si les performances n'étaient pas atteintes, il y avait une pénalité de 100% pour le prestataire, et s'il y avait un dépassement des performances, c'était un partage à 50-50 des gains. Derrière, donc la diapo numéro 10, donc c'est un des 8 bâtiments, c'est le gymnase... je n'ai plus son nom. Donc vous voyez l'image initiale et Pierre de Courbertin, merci. Et le rendu, la vue d'architecte, la vue d'artiste en dessous. L'ensemble sur ce bâtiment, depuis 2015, l'ensemble des objectifs ont été réalisés et même dépassés. Alors vous pouvez le voir sur le graphique que vous voyez en bas, ça concerne l'ensemble des bâtiments, mais il y avait par exemple sur les dernières années 2016, 2017, 2018 des engagements de la part du prestataire sur 505 mégawattheures par an d'économie au regard de la situation initiale. Et en fait, on se rend compte qu'il dépasse de près d'un tiers quasiment les prévisions initiales. Il faut dire, on est sur les performances initiales, on est souvent conservateur. N'empêche, on a obtenu 41% d'économie d'énergie en 2018 par rapport à ce qui existait en 2012. Et ça, ce qui a permis de faire ça, du moins à l'ADEME on en est convaincu, c'est le contrat de performance énergétique qui garantit les résultats. Je vous propose de m'arrêter là et de répondre aux questions si vous le souhaitez. Alors, il y a eu deux, trois petits échanges d'exemples, mais pas de questions données, à moins que quelqu'un veuille poser une question spécifique. Ah, si, on a une quand même sur... j'ai pas bien compris la question, c'est un accompagnement AMO sur la garantie de résultats énergétique sur la GRE, avec mesure de vérification, est-il aidé par l'ADEME comme le fut le CPE? J'avoue que personnellement, je vois pas bien la différence entre cette GRE avec mesure et vérification et le CPE. Donc j'invite... je propose à la personne de m'appeler. Voilà. Donc de mieux comprendre la question et d'y répondre, mais je vois pas où serait le problème. Si ça respecte notre cahier des charges, a priori, oui, ça pourrait t'aider.
Donc on va dire que la réponse sera faite directement par Loïc. À la personne qui a posé la question. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci Loïc, on fera tout bon. Passons donc au dernier intervenant, John Girardot, pour l'AMI de la région sur la rénovation des bâtiments publics. Bonjour à tous, John Girardot de la région. Donc moi je vais vous présenter en 3-4 slides rapidement l'appel à manifestation d'intérêt régional rénovation du patrimoine tertiaire public lancé en début d'année. Donc je vais plus vous présenter l'état d'esprit de cette AMI qui n'a pas forcément été compris. Donc ce qu'on vise, c'est les communes ou les EPCI, et ce qu'on aimerait bien voir, c'est des groupements d'EPCI. L'idée, c'était d'initier des démarches collectives avec un périmètre assez large en ce qui concerne le bâtiment public, équipement, gymnase. Ça pourrait être salle des fêtes, logement ou autre. Et le financement, 100 000 euros avec un plafond 80% des dépenses hors taxes. Là, c'est pour respecter, on va dire, le régime cadre européen. Vous allez me dire, 100 000 euros, c'est pas beaucoup pour financer la transition énergétique et la rénovation du patrimoine. En effet, l'idée là, c'était d'initier des démarches globales, des réflexions de rénovation de l'ensemble du patrimoine des collectivités ou des EPCI. Tu peux passer la prochaine. Avec effectivement des ambitions assez larges qui vont au-delà des aspects énergétiques. Donc effectivement, le premier aspect, économie d'énergie, où on vise le niveau BBC, c'est ce qu'on vise pour l'ensemble de nos lycées. Donc on essaye d'avoir une certaine cohérence dans notre démarche, ou un fort impact environnemental. L'idée étant d'avoir, par exemple, des plans, une stratégie de rénovation par étape, on va dire, genre une collectivité qui dit je vais isoler toutes mes toitures et je vais changer tous les luminaires, mais de tous mes bâtiments. Donc c'est-à-dire que avec un impact environnemental, on va dire kilowattheure économisé très important, avec un montant relativement faible d'investissement, pour faire des économies très rapides. Et pourquoi pas ensuite effectivement utiliser ces économies pour faire des choses plus importantes. Et les autres thématiques, c'est adaptation au changement climatique, avec effectivement ça peut être la gestion de l'eau, la vulnérabilité aux risques naturels, la gestion des déchets en phase chantier et pendant l'exploitation, autrement l'éco-conception et l'éco-construction. Il y a soutien des filières emplois locaux, mais ça peut être aussi la réutilisation des matériaux sur site, les écomatériaux et ainsi de suite. Les biodiversités, donc tout ce qui est préservation de sol. Oui. La question, c'est par rapport à quoi se réfèrent les 40% d'économie d'énergie? Oui, c'est le niveau BBC, soit 40% par rapport à une consommation de référence comme le niveau BBC Énergie Rénovation. D'accord. Donc avant travaux. Oui. On prend avant travaux et on met 40% par rapport au CEP comme pour le BBC Rénovation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est en fait, effectivement, j'aurais peut-être dû mettre BBC Rénovation. C'est écrit, BBC. Ouais. Et biodiversité avec préservation des sols, accueil des espèces locales, gestion des espaces verts. Après, il y a des choses qui se rejoignent. Adaptation au changement climatique et biodiversité. Quand on est sur des végétalisations de façades ou de toitures ou autres, on répond à plusieurs enjeux, de même avec les écomatériaux. Et enfin, une dernière slide. Quand je disais oui, cet appel à manifestation d'intérêt, il est peut-être pas bien expliqué dans la rédaction du cahier des charges parce qu'il est mal compris. Ce qu'on vise, ce qu'on attend, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des démarches globales avec des rénovations du patrimoine. C'est pas du one shot sur un bâtiment. Ce qu'on attend, c'est des opérations sur plusieurs bâtiments ou sur plusieurs postes. Et or, là, j'étais sollicité de nombreuses fois.
c'est sur juste un bâtiment et puis un poste. Donc effectivement, il y a le remplacement des fenêtres et l'isolation du toit de la salle des fêtes. On a reçu beaucoup de demandes de ce type. C'est pas ce qu'on visait. Donc par exemple, ça pourrait être la rénovation de BBC de toutes les écoles de la communauté de communes. C'est sûr qu'avec 100 000 euros, c'est pas avec cette somme qu'on va rénover toutes les écoles. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on réfléchit, on se met dans une dynamique et ces 100 000 euros, c'est plus pour aider cette dynamique-là, en fait. Rénovation BBC d'un seul bâtiment avec traitement sérieux des 4 autres thèmes. Donc là, c'est pas le cœur de cible parce qu'on aimerait plusieurs, mais un seul bâtiment, c'est pas rédhibitoire. Donc c'est éligible. Rénovation d'un seul bâtiment sans traitement des 4 autres thèmes. Là, on n'est pas du tout dans ce qui est attendu. Effectivement, après des changements de 30% des ampoules des lampadaires de la commune par LED, non, c'est pas ça tout à fait qu'on veut. Après, ça pourrait être, par contre, si il y a plusieurs communes et une communauté de communes font un marché groupé en disant, ben nous, on va faire 80% de toutes les communes, de la communauté de communes et des communes. Là, il y a une vraie dynamique mise en place et là, on pourrait intervenir. Ça, faudrait peut-être que je le remette en exemple positif. Deux questions. La première concerne les projets déjà retenus ou les listes d'attente, parce qu'on a compris que l'enveloppe n'était pas non plus très importante. Et donc, la question, c'est est-il encore temps de faire des projets? Où est-ce que vous en êtes? Alors, l'enveloppe, aujourd'hui, elle n'est pas utilisée, parce que, comme je vous dis, il est mal compris, et 95% des dossiers qui sont arrivés sont, on va dire, type la salle des fêtes. Ou encore le premier, on va dire, rénovation BBC d'un seul bâtiment sans traitement des autres thèmes. Là, finalement, rénovation BBC d'un seul bâtiment sans traitement des autres thèmes, on est plus dans ce qui est attendu dans le cadre du FEDER. Et notre dispositif, il n'est pas là pour pallier au FEDER qui se termine. Donc malheureusement, on ne peut pas récupérer ces dossiers-là. Donc aujourd'hui, il y a encore de la place. J'ai un seul dossier pour l'instant qui doit être présenté ce mois-ci. J'en ai un autre qui pourrait peut-être passer si le jury, suivant l'avis du jury, au mois de décembre. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il y a de la marge. Une autre question sur l'application en Auvergne, justement, par rapport au FEDER. Tu as commencé de répondre, mais... Donc, cet AMI est bien valable aussi pour l'Auvergne de la même façon que pour... Oui, on va dire, le FEDER, effectivement, il est dissocié parce qu'on est sur deux pôles différents. Par contre, l'AMI, qui est Auvergne-Rhône-Alpes, il a vocation à... Il n'y a pas de différence. Hein. C'est une seule et même région, donc un seul et même AMI. Une autre question, mais c'est plus une précision, du coup... 5 écoles en même temps, 500 000 euros d'aide? Point d'interrogation. Non, 100 000 euros. Non, on est vraiment... voilà. Et sur la sélection des projets, c'est au fil de l'eau ou il y a un jury? Comment ça se présente? Là, c'est, on va dire, c'est au fil de l'eau en fonction de l'arrivée des dossiers. Mais souvent, on attend d'avoir au moins 2-3 dossiers pour organiser quelque chose. Après... il y en a beaucoup où effectivement qui rentrent pas dans les cadres, donc j'essaie de les prévenir en amont en disant que c'est pas la cible prioritaire ou autre pour essayer de pas faire attendre, on va dire espérer pour rien. Enfin, maintenant qu'il y a eu un premier jury avec une première doctrine, effectivement je peux un peu plus m'avancer, mais c'est relativement rapide au fil de l'eau. N'hésitez pas à contacter John pour ça. Et puis, dernière question, après on arrête. À quelle phase de projet peut-il candidater? Là, je dirais que c'est variable en fonction du projet, parce qu'il peut avoir un petit peu d'innovation. Si on est sur l'innovation, on va dire, d'intelligence collective, on peut imaginer d'être assez en amont. Si c'est l'idée de faire du groupement de commandes
sous réserve de voir si vous pouvez présenter des dépenses en investissement, parce que pour le coup là on est que sur des dépenses d'investissement, donc mais après si ça pourrait être présenté, je dirais, en amont avec une subvention qui est actée, et effectivement des dépenses sur l'investissement, par exemple sur le cas des LED, on va dire, mais collectif sur plusieurs communes et une communauté de communes, on pourrait imaginer une aide à l'investissement, mais qui viendrait après, je dirais, toute la partie ingénierie, mais qu'on acte, on va dire qu'on passe en CP en amont sans avoir les devis. L'idée étant que ça va largement contribuer, quoi. On peut partir sur un estimatif qui va être largement supérieur aux 100 000 euros. Et l'idée étant d'aider la dynamique. Après, pour le BBC, c'est un peu comme tous les appels à projets. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a à la région, c'est d'engager l'argent trop en amont, au risque d'avoir des caducités ou des prolongations de délais qui ne sont pas toujours acceptés, et où on a de l'argent qui est bloqué pendant plusieurs années et qui pénalise après les budgets postérieurs. Donc l'idée c'est d'être le plus mûr possible. Donc voilà. Donc il vaudrait mieux être relativement avancé. Merci beaucoup. Plus de questions en ligne en tout cas. Je pense qu'on peut clore le webinaire. Merci. Tu veux faire un mot ou non? Donc merci à tous d'avoir participé. Donc c'était un premier test. J'espère que vous avez eu un son correct. En tout cas, on vous fera un petit questionnaire quand même pour voir comment ça s'est passé pour vous et essayer d'améliorer la situation pour les prochains. On pense vraiment que c'est une méthode assez facile pour réunir beaucoup de monde en même temps et faire passer de l'information. On va essayer d'alterner des webinaires un peu théoriques et des webinaires peut-être plus techniques. Donc on reviendra vers vous assez rapidement pour les prochains. Et en tout cas, merci beaucoup d'être resté avec nous pendant ce temps d'échange. Merci. Merci à vous. Merci.